Bienvenue et bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous verrons comment accélérer le ferraillage de vos projets grâce notamment au gabarit. Je suis Sébastien Pigeon, ingénieur en génie civil et formateur au sein des équipes Gretec. Alors voici le sommaire de ce jour. Donc dans un premier temps nous évoquerons le ferraillage dans Revit, ce qu'il est possible de faire. Dans un second temps je viendrai vous parler du PowerPack, qui est un outil développé par les équipes de Gretec qui vous permet d'accélérer notablement le ferraillage de certains éléments structuraux au sein de la maquette numérique. Et dans un petit 3, nous verrons comment nous pouvons mettre en place un gabarit pour venir ferrailler l'ensemble de nos éléments de structure. Alors, le ferraillage dans Revit. Donc le ferraillage dans Revit, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, je pense, fait du sens, puisqu'on va pouvoir obtenir l'obtention des plans d'armature en cohérence directe avec les plans de coffrage, avoir l'accès à un relevé précis des quantités. Cela nous permettra aussi de réaliser une visualisation des barres d'armature au sein de la maquette. On va pouvoir aussi avoir une harmonisation des chartes graphiques, notamment grâce au gabarit de vue. Et on simplifie beaucoup la réalisation du DOE puisque l'ensemble des éléments est présent dans la maquette, donc toutes les informations sont centralisées. On va pouvoir aussi faire des détections des clashs d'armature et des détections des clashs d'armature entre les éléments du modèle. Ceci plutôt grâce à l'utilisation d'un autre logiciel qui est présent dans la suite Autodesk et qui s'appelle Navisworks. D'autres avantages au niveau de l'utilisation du ferraillage dans la maquette numérique, c'est l'optimisation des quantités. On va vraiment pouvoir gérer assez finement les quantités pour l'ensemble des éléments de structure. Et puis, bon là, si on se projette un peu, on pourra aussi utiliser des machines dédiées pour la fabrication des armatures et donc avoir un flux continu depuis la phase de conception vers la phase d'exécution en lien avec notre maquette pour la centralisation des informations. En ce qui concerne le ferraillage et les outils dans Revit, alors il est à noter qu'on les retrouve directement de manière native au sein de l'onglet structure et on a 7 fonctions dédiées qui vont nous permettre de ferrailler pas mal de projets. Et on a aussi notamment la possibilité d'utiliser l'enrobage pour définir donc les paramètres d'enrobage dans les éléments et créer ce qu'on appelle des ensembles qui nous permettront de réaliser par la suite une numérotation appropriée pour les éléments. Et en ce qui concerne le travail de réalisation des plans, il faut réaliser des coupes qui vont nous servir de plan de travail et au sein desquels on va venir placer des barres d'armature. Alors, pour ne pas rester trop sur des choses théoriques, je vous propose qu'on se retrouve directement au sein de la maquette numérique. Alors, comme vous pouvez le constater, on est désormais au sein de la maquette numérique, donc je vais pouvoir vous présenter les fonctionnalités. Donc, on les retrouve ici, comme c'était présenté sur la diapositive, et on va pouvoir rajouter, par exemple, des paramètres en ce qui concerne l'enrobage. On va pouvoir rajouter des paramètres. Donc notamment ici, on a des fonctions qui nous permettent d'ajouter, de dupliquer ou de supprimer certains types d'enrobage. Grâce à ces enrobages-là, je vais pouvoir placer assez simplement mes armatures et in fine retrouver ce type de plan. Et ce que je trouvais très intéressant, et ce que je trouve toujours très intéressant, on va repasser dans la vue 3D, c'est que par exemple là j'ai défini mes armatures sur la base d'un espacement maximum. Et donc ça, c'est un mur, mais en fait, qui est un modèle générique. Et ce modèle générique, je vais pouvoir le modifier, en fait. Donc là, si je le modifie, donc je vais le prendre. Allez, je vais le modifier in situ, c'est pas très grave. Hop, et là, je vais l'étirer. Donc là, pour le coup, je l'ai étiré, d'accord. Et je vais demander de finir la création. Et là, directement, alors voilà, j'avais une zone de coupe qui était plus petite, mais directement, ça s'est ajusté. D'accord. Donc là, j'ai un ajustement complet de mes éléments de manière totalement continue et adaptative par rapport aux informations que je fais rentrer. Donc là, par exemple, si je fais exactement la même chose, mais je réduis la taille de mon élément, j'ai un élément qui se met à jour et les quantités d'armature, on ne les a pas vues là, mais les quantités d'armature se mettent également aussi à jour. Aujourd'hui, vraiment, en ce qui concerne le ferraillage, grâce aux outils et au développement qui ont été faits, on a des choses qui sont très, alors pas ultra abouties, mais qui sont quand même très intéressantes, notamment les schémas de façonnage qui vont pouvoir se mettre à jour de manière automatique sur l'ensemble du projet. Donc ça nous permet déjà, dans une première ébauche, de mettre en place du ferraillage de manière assez simple
Mais il y a quand même une difficulté, c'est qu'il va falloir, par exemple, pour ferrailler cet élément-là, il faut que j'ai créé des vues de face et des vues en coupe, au sein desquelles je vais utiliser les fonctions qui sont natives. Alors, pour qu'elles soient utilisables, il faut se mettre dans une vue. Voilà, je vais pouvoir utiliser toutes ces fonctions-là de manière native dans Revit, mais bon, c'est un travail. Les équipes de Greatech, on a travaillé sur une simplification de la mise en place du ferraillage. Et pour ce faire, on a développé le Power Pack Detailing. Donc on va retrouver ici, c'est des onglets qu'on va retrouver directement présents au sein de Revit. Donc il y a une très bonne compatibilité de nos outils avec Revit. Et là, on va retrouver le Power Pack Detailing qui, dans la version 2026, a été simplifié, mais qui comporte toutes les fonctions utiles à la mise en place du ferraillage. Donc dans la deuxième partie, je vais vous proposer de vous en expliquer un petit peu plus le fonctionnement du Power Pack Detailing avant de passer à la dernière partie qui est la mise en place du gabarit. Donc on se retrouve d'une nouvelle fois dans Revit et là on va pouvoir voir les fonctionnalités un peu plus en détail, même si je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est pas un webinaire spécifique sur le Power Pack, c'est plutôt un webinaire spécifique sur la réalisation des gabarits. Ceci étant, pour bien comprendre l'utilisation des gabarits, il faut aussi comprendre les avantages du Power Pack. Donc là, par exemple, si je me mets sur cette semelle, si j'avais pas le Power Pack, je devrais venir réaliser des plans pour pouvoir avoir mon espace de travail et venir sur la base de ces plans ferrailler. Maintenant, si j'ai le Power Pack, ça va se simplifier puisqu'on va avoir la possibilité de simplement définir des hypothèses de travail, valider ici, avoir une boîte de dialogue. Alors je ne vais pas rentrer dans les précisions de la boîte de dialogue parce que là encore c'est plutôt une formation, mais on voit qu'on a la possibilité d'indiquer le type de ferraillage de la semelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a reconnu aussi que cette semelle, elle était associée à un poteau. Et donc, de par cette reconnaissance de l'association de la semelle à un poteau, je vais pouvoir aussi lui indiquer des attentes au niveau de mon poteau, les aciers longitudinaux et transversaux. Je pourrais aussi même lui demander de rajouter quelques cadres en partie basse au niveau des attentes. Là, si je clique sur OK, je vais simplement revenir au niveau de la disposition constructive et je vais pouvoir ferrailler mon poteau. D'accord. Et donc grâce au Power Pack, les opérations de ferraillage ont été largement simplifiées, comme vous pouvez le constater, et on va pouvoir avancer sur aussi la production des plans, puisqu'il y a des outils dédiés qui vont nous permettre de générer des plans de ferraillage. Alors on va pouvoir aussi paramétrer la génération des plans, et une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à venir ici dans Générer plan, sélectionner l'élément qui a été ferraillé et cliquer sur Terminer. Et donc là, j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui va m'aider à générer les plans. Donc ça va me permettre de générer des plans. Alors ici, je vous montre un rendu qui n'est pas exactement le même, mais un rendu qu'on pourrait obtenir suite à l'utilisation de cette fonctionnalité qui nous permet de générer les plans d'armature. Donc c'est vraiment quelque chose de très fluide et qui nous permet de gagner du temps. Ceci étant, il est à noter que sur certains éléments, certaines annotations, je vais devoir les remettre à la main. Elles ne seront pas automatiquement réalisées, comme ça peut être le cas avec certains Advanced Design modules. On a quand même une partie de post-traitement à la main qui doit se faire. Là, on a vu qu'avec le Power Pack, on peut facilement armer une semelle et obtenir des plans. On va regarder aussi sur les... Donc là, voilà, j'ai ce type de poteau là. De la même façon, si je veux l'armer, avec le Power Pack Detailing, ça va être très rapide, puisque je vais pouvoir, par exemple, je fais directement disposition constructive, si je voulais, et je vais pouvoir l'armer. Donc là, je vais obtenir des armatures en ce qui concerne mon poteau, de manière très simple et très fluide. Voilà, donc là il m'a généré mon ferraillage et je peux après, si je veux, bien sûr, et oui, j'ai oublié de le noter parce que bon, certains vous connaissez déjà l'utilisation du Power Pack et vous connaissez un petit peu les armatures dans Revit. Cependant, il faut quand même noter que l'ensemble des éléments qu'on a mis là, ça reste des armatures à béton dans Revit. Donc c'est des familles Revit. Et donc si sur la base de ces familles Revit, si par la suite j'ai envie de faire des modifications, alors bien sûr il faudrait vérifier la compatibilité du diamètre par rapport au rayon de cintrage.
Mais disons que j'ai envie de faire des modifications, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir modifier chacune des barres. Et on a, enfin je l'ai dit, vous pourrez le tester par vous-même, mais on a vraiment aujourd'hui une adaptabilité, un lien continu de l'information, les formes et les diamètres de barres d'armature qu'on va modifier au sein de la maquette, on va pouvoir les retrouver directement au sein de la nomenclature. Donc c'est quelque chose qui est quand même qui présente un bel avantage quand on doit faire des modifications sur le ferraillage, et on sait que le chantier évolue, il y a toujours des adaptations à faire. Et le fait de pouvoir utiliser le Power Pack pour placer, on va dire dans un premier temps assez rapidement les barres d'armature et venir par la suite sélectionner par exemple les armatures qui nous intéressent, là je vais peut-être renforcer mes aciers verticaux, et bien je peux simplement les sélectionner. Voilà, alors je crois que je les ai tous, quasiment tous, il me manque juste cette crosse là. Oui, et il y avait celle-là aussi, voilà, et la petite dernière. Donc voilà, je peux les sélectionner et les modifier puisque c'est quelque chose qui a été fait sur la base de famille Revit. Donc là, on voit encore que c'est très intéressant, ça va assez vite au niveau de la mise en place des armatures. Donc le Power Pack, c'est vraiment quelque chose que moi je recommande et il va nous faire gagner du temps. Donc on a vu sur les armatures, on va peut-être aussi regarder sur les semelles filantes, puisque sur les semelles filantes, on a mis en place depuis déjà 2 ans les coupes types. Et c'est aussi au travers des coupes types qu'on va venir automatiser et optimiser la mise en place du ferraillage quand je parlerai de mise en place du ferraillage par gabarit. Donc là, on a réussi très rapidement à armer des semelles et des poteaux. On va voir qu'on peut faire aussi quelque chose de similaire en ce qui concerne les poutres. Donc là, j'ai même une poutre un peu complexe avec une ouverture. Eh bien, je vais pouvoir venir au sein du Power Pack Detailing et lui demander la mise en place directe du ferraillage, par exemple en refaisant disposition constructive. Et là, on voit bien, alors on le voit mieux maintenant, on a obtenu le ferraillage de la poutre. Alors c'est sûr que c'est pas un ferraillage. Alors là, on voit qu'on a eu l'obtention d'un ferraillage. Ce ferraillage, si je voulais, j'aurais pu le calculer de manière plus précise en ajoutant par exemple ici des charges. Alors il faut juste que je sélectionne mon élément. Voilà, et là je peux définir des charges. Si je voulais, je pourrais aussi rajouter de multiples cas de charges, hein, le cuvelage. Bon, le cuvelage là c'est une poutre, c'est pas forcément nécessaire, mais j'aurais pu mettre de l'action, un peu d'action sismique ou des charges roulantes sur ma dalle si j'en avais, et j'aurais pu l'intégrer directement dans mon module. Une fois que j'ai défini les charges, je vais pouvoir préciser des types de chargement. Donc là par exemple répartie, trapézoïdale, de renversement tout le long de ma poutre. Alors si on revient sur des charges un peu plus classiques, là je vais pouvoir définir une charge permanente. Je vais pouvoir ajouter un second cas de charge et par exemple une surcharge que je vais mettre à moins 300. On peut aller assez loin sur la base des calculs et des informations qui auraient été validées par et on pourrait après lui demander justement de réaliser un calcul, et ce calcul va modifier la génération des poutres. Là on peut voir que le calcul a été validé au niveau des résultats de calcul. Si je peux venir ici et avoir un aperçu des résultats de calcul et là me poser la question sur le taux de travail de mes aciers, ou enfin plutôt le taux de travail de mon béton, et peut-être redimensionner la poutre. Donc ça, c'est ce que propose le Power Pack Detailing, qui va nous permettre justement de mettre en place un gabarit. Puisque l'idée, c'est de ne pas après avoir à chaque fois venir recréer les plans de ferrage quand c'est pas nécessaire, surtout sur les semelles. Sur les poutres aussi, ça peut être intéressant d'utiliser un gabarit, on va le voir, parce qu'on va pouvoir définir comme ça des sections types qui seraient ferraillées de manière spécifique. Là, la question qui peut se poser, c'est j'ai ce bâtiment, et bien avec ce bâtiment-là, qui m'a été donné peut-être par un architecte, donc c'est un bâtiment de type R+3 qu'on fait actuellement assez souvent en Île-de-France. Moi, j'ai envie de pouvoir le ferrailler simplement. Ah, et je me dis que j'ai déjà ferraillé des éléments. Alors, est-ce que je vais repartir de zéro, sélectionner chacun des éléments de structure et le ferrailler de manière individuelle et recommencer tout le processus?
Moi, par rapport à ça, j'ai une idée, et l'idée, ce serait de venir mettre en place un gabarit. Et donc, le gabarit, c'est quoi? Parce que j'en ai parlé. Le gabarit, c'est ça. Voilà, c'est pas plus et pas moins que ça. En fait, on a déjà dans un projet donc conservé les fondations. Donc là, j'ai différents types de semelles filantes, parmi ce que je pense être les plus courantes. J'ai aussi mes têtes de pieux, j'ai mes semelles isolées, j'ai le ferrage d'une cuvette d'ascenseur, le ferrage de mes voiles en sous-sol. Et donc tout ça, ça me permet de mettre en place ce que j'appelle un gabarit qui va me simplifier le ferrage, notamment aussi grâce aux fonctionnalités qu'on retrouve au sein du Power Pack, puisque c'est un gabarit qui fonctionne bien, on va dire, de manière isolée, mais qui fonctionnera encore mieux avec le Power Pack. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je vais, notamment là sur les semelles filantes que j'avais évoquées, j'ai des coupes-types qui ont été mises en place, et ces coupes-types, elles font appel à une fonctionnalité qui est aujourd'hui détenue au sein du Power Pack, qui est le ferrage par coupe-type. Donc j'ai récapitulé ou repéré pas mal de coupes-types, et je vais pouvoir utiliser ces coupes-types pour m'indiquer les quantités d'acier présentes dans mon projet. D'accord? Donc ça, c'est une première étape. Et donc, au niveau de mon projet, j'ai réalisé des coupes-types. J'ai déjà réalisé des plans de ferraillage de mes éléments, que ce soit mes têtes de pieux, mes coupes-types sur les voiles également. Donc là, j'ai des coupes-types, on en reparlera, parce que c'est peut-être une notion que vous n'aviez pas clairement en tête et qu'on avait définie dans un précédent webinaire, mais c'est pas grave, on peut repasser dessus, parce que cette notion, elle est très intéressante. Donc j'ai aussi le ferrillage de mes semelles, et j'ai le ferrillage de mes linteaux qui est déjà préprogrammé. De la même façon, j'ai la possibilité d'avoir déjà des raidisseurs qui ont été intégrés, et je vais pouvoir, en fait, l'avantage du gabarit, c'est que le travail de mise en forme a été fait, le travail d'association avec les coupes-types a été fait, et je vais simplement venir récupérer des éléments, et je vais positionner donc tout ça dans mon nouveau projet. Pareil, par exemple, là j'ai déjà ferraillé des poutres, et cette poutre, par exemple, c'est une poutre assez typique qu'on va retrouver assez souvent sur les projets, une 40 par 80, qui est en 2 lits. Et bien ici, j'ai déjà mis en place des contraintes sur le positionnement de mes barres. J'ai mis aussi des contraintes sur les espacements de mes cadres. Et donc cette poutre-là, elle pourrait me servir de poutre de référence pour venir ferrailler l'ensemble des poutres qui lui sont assez similaires en termes de taille. Et si elles sont différentes en termes de taille, après j'aurai juste quelques modifications à réaliser. Et j'aurai déjà, sachant que, et là on va aussi l'évoquer, on a la possibilité de venir dupliquer les plans là qui ont été faits, on a la possibilité de venir les dupliquer. Donc je suis ici avec mon gabarit qui contient déjà pas mal de plans finalisés, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, comment je vais intégrer ces informations-là pour ferrailler ce projet-là? Donc ce projet, en fait, ce que je dois faire, alors soit je vais le lier. Alors si je le lie, ça va être intéressant pour tout ce qui est coupe-type de façon linéaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lier d'une autre façon. Je vais le lier et je vais l'importer directement en considérant que le projet est fini et qu'il n'y a plus de modification. D'accord? Donc ce projet, je vais le prendre et je vais l'insérer dans mon gabarit. Et donc pour insérer mon gabarit, je peux me mettre dans une vue 3D, c'est juste pour vous montrer, ça ne va pas changer grand-chose. Je me mets dans la vue 3D et je fais insérer. Alors je vais plutôt lier Revit. Donc je lis Revit, webinaire octobre, et j'insère tout mon projet. Alors aussi, d'ores et déjà avec ces informations-là, je suis en capacité de venir ferrailler mon projet, puisque grâce au coupe-type, la seule chose dont j'ai besoin, c'est des niveaux. Alors après, justement, là, quand on utilise cette méthode, eh bien pour être correct, on va venir aussi se mettre dans une vue d'élévation. Et dans la vue d'élévation, je vais caler les niveaux de mon gabarit avec les niveaux de mon projet, puisque de toute façon, une fois que ça va être fait, je vais enregistrer un nouveau projet. Je ne vais pas rester sur la base de mon gabarit.
Donc par exemple ici j'enregistre, je vais me mettre sur l'élévation. Donc là je vois qu'il y a des niveaux projet. Moi j'avais un sous-sol, là il y a un nouveau sous-sol qui est à différentes hauteurs. Bah, c'est pas grave, je peux venir modifier celui-là pour qu'il s'accorde. Donc le niveau 0, on va quand même vérifier qu'il soit bien aligné. Donc après, pour faire aligner, même avec un gabarit, avec un autre fichier, bon, on peut simplement le récupérer. Alors là, j'ai eu trop de chance. Alors on va essayer de le déplacer pour vous montrer. Donc si c'était pas arrivé parfaitement, bah, en fait on fait ça. Donc on n'oublie pas, aligner, on définit d'abord où est-ce qu'on veut aller et après on aligne. Et donc là, l'ensemble de mes niveaux, enfin pas l'ensemble, mais mon rez-de-chaussée est aligné et je vais pouvoir faire ça sur les autres niveaux. Donc lui dire, et potentiellement si j'avais fait des choses à ce niveau-là. Mais c'est pas très grave. Pareil pour mon sous-sol, je vais pouvoir aligner l'ancien sous-sol avec le nouveau et reprendre mes coupes types afin de créer l'ensemble des éléments. Alors je peux toujours travailler avec ce modèle lié, ça posera pas de problème. Après, si je ne veux plus avoir un modèle lié parce que pour certains éléments spécifiques, notamment les poutres, bah, pour les ferrailler quand c'est un modèle lié, ça va être compliqué, même impossible, hein, parce que dans Revit, on a besoin, et ça c'est peut-être la notion qui est la moins connue, mais on a vraiment besoin d'avoir un élément hôte. Donc cet élément-là, ce que je peux lui demander, si je suis sûr de moi et en considérant que ça ne va pas forcément trop bouger, c'est de l'attacher. Alors au niveau de l'import du projet, on a deux choix. Soit on fait attacher le lien, soit on va pouvoir aussi utiliser l'outil dans Collaborer qui nous permet de faire un copier-coller, c'est-à-dire qu'on va pouvoir copier des informations de la maquette vers une autre maquette et euh, en vérifier s'il y a des modifications, être alerté de possibles modifications. Donc ça peut être une solution. Après, moi, pourquoi je ne la recommande pas forcément celle-là, c'est parce que quelque part, quand on fait un copier-coller, on ne peut pas pour l'instant copier les poutres et les fondations. Donc, s'il y avait déjà pas mal d'informations sur la maquette, j'ai tendance à en perdre beaucoup en faisant le copier-coller, tandis que en attachant le lien, j'en perds un peu moins. Cependant, maintenant, s'il y a des modifications dans la maquette qui étaient liées, dans la maquette principale, bah, je ne serais pas au courant. Donc il y a un gain d'un côté à utiliser cette solution, il peut y avoir aussi potentiellement une perte. Donc il faut en être conscient. On va considérer que la maquette de coffrage a été suffisamment bien modifiée et que si on voulait suivre, on le ferait à travers les outils natifs dans Revit tels que BIM 360, d'accord, qui nous permet de faire une détection des évolutions de la maquette. Donc ici, je vais plutôt réaliser. Les éléments sont devenus des éléments Revit. Et donc, je vais pouvoir associer mon ferraillage. Là, ce qui est important, une fois que j'ai fini cette étape-là, c'est de bien vérifier dans quelle phase est mes éléments. Et en fait, dire que la phase de création, c'est une nouvelle construction, et puis c'est tout. Voilà. En tout cas, tous mes éléments sont en phase nouvelle construction. Et si je sors de ma vue 3D documentation et je vais dans une vue 3D standard, et donc maintenant, dans ma vue 3D standard, j'ai bien l'ensemble de mes éléments et je ne vois pas les éléments qui figuraient dans la vue documentation. Donc ça, c'est des jeux à mettre en place par rapport au filtre de phase. Toujours est-il que ça nous permet d'avoir comme ça récupéré des éléments dans notre gabarit. Et une fois que j'ai récupéré ces éléments dans mon gabarit, eh bien, je sais que j'ai au niveau des vues en plan et notamment des fondations, je vais pouvoir récupérer assez rapidement les bonnes quantités. Puisque maintenant que j'ai intégré ça, je vais pouvoir utiliser en fait les coupes types que j'ai faites. Et d'ailleurs, je vais me rendre directement sur mes éléments de fondation. Donc disons que j'étais... alors il faut juste que je récupère au niveau de ma fondation, on va vérifier. Donc au niveau de la fondation ici, fondation, donc je récupère mon plan. Donc là je suis un peu haut au niveau de la profondeur de vue, mais là je vois que j'ai du 70 par 25. Donc je vais pouvoir venir au niveau de ma feuille. Voilà. Donc là on se retrouve au niveau de la coupe sur ma semelle qui fait 70 et je vais pouvoir donc indiquer facilement la longueur de distribution grâce à la fonction ferraillage par coupe type, puisque j'ai déjà fait cette coupe, j'ai pas besoin de l'associer. Là je la reprends ici.
Alors le ferrage par coupe type, je l'avais déjà dit dans un précédent webinaire, mais ça va nous permettre d'avoir des coupes types et donc d'indiquer simplement avec des lignes de détail la répartition de ces éléments. Là je suis dans ma coupe en relation avec ma semelle filante de 70, je vais me mettre sur le plan de fondation, par exemple celui-là, même si c'est pas le meilleur, mais ouais, on va travailler avec ce qu'on a. Ici, ah oui, tiens, si je masquais le sol, ça sera plus facile. Donc là, on voit bien qu'on a la semelle avec ses épaisseurs et le voile qui fait 25, ce qui correspond à ce qu'on a retrouvé ici dans notre fondation. Ok, donc là, je suis dans ma coupe type, et bien, j'ai plus maintenant qu'à venir intégrer la ligne de répartition, et donc, si c'est bon, je vais pouvoir lui indiquer que la semelle filante, elle est valable ici, de là jusqu'à là. Donc c'est des lignes de détail en 2D que je suis capable de mettre. Et donc en fait, par rapport à ce que j'ai déjà fait, là, ce qu'il me reste à faire pour ferrailler correctement, ouais, je me suis pas mis à l'axe là. On va reprendre. Donc déjà ça, si je veux, je peux la reprendre. Après, pour relancer, ainsi comme moi, vous étiez arrêté, il faut simplement revenir ici et valider de nouveau les lignes. Bon, voilà. Je ne vais pas le faire sur toutes, mais juste pour vous montrer que voilà, maintenant j'ai mes lignes. Et si je retourne dans ma feuille, là, si on revient ici dans la feuille, on se rend bien compte que les quantités d'armature ont évolué sur la base aussi. Donc on va faire juste une petite piqûre de rappel d'un nombre hybride. Donc là, si je regarde ici, j'ai mes aciers transversaux qui étaient à l'unité. Et là, je retrouve le nombre hybride qui, lui, évolue en fonction de ma quantité d'armature qui est ici et qui revient ici au niveau de mon tableau. On a finalisé avec les semelles filantes. On aurait pu aussi faire une coupe type sur l'ensemble du voile de fondation. Donc c'est tout à fait possible. Du moment qu'on a réalisé la coupe, on peut créer et générer une coupe type qui nous permettra là aussi d'avoir accès aux quantités d'armature sur la base d'un tracé. C'est plutôt intéressant. Maintenant, si on regarde davantage les fondations, et notamment les fondations isolées, eh bien, on va pouvoir, donc sur la base de plans qu'on aurait déjà fait. Alors, donc là, j'ai une fondation isolée qui fait 140 par 140. J'ai vu que dans mon nouveau dossier, mon nouveau projet, je vais les mêmes quantités d'armature. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc ça, on va dire que je vais le conserver tel quel, mais je voudrais que la quantité globale soit clairement définie. Eh bien, je vais pouvoir sélectionner mon armature. Ici, dans Revit, on a la possibilité d'utiliser cette fonction propager l'armature, et je peux l'utiliser aussi quand je suis dans une vue en plan. Donc, je vais simplement aller sélectionner ma vue en plan de fondation. Et là, je vais sélectionner les fondations qui sont similaires. Donc, il y a les 4 là qui font exactement la même taille. Je finis. Et une fois que c'est finalisé, eh bien, je peux voir que dans ma vue de fondation, alors qui est là aussi, c'est caché, mais que je vais réactiver. Ici, dans ma vue de fondation, eh bien, j'ai un nouveau total qui a pris en compte le fait que j'ai dupliqué les armatures. Donc j'ai créé des poutres spécifiques avec des valeurs. Je vais pouvoir sélectionner ces poutres là encore et demander de propager l'armature. Donc je vais me mettre dans une vue du plan d'étage et je vais pouvoir ainsi copier mes informations sur mes différentes poutres. Voilà, de manière très simple et très fluide. Je vais pouvoir comme ça, bon après il faudra que ce soit les mêmes dimensions, mais je vais pouvoir intégrer toutes ces informations directement dans mon projet. Et là on peut se rendre compte que ma barre d'armature elle a été correctement positionnée. Et donc là je retrouve le ferraillage, les bons espacements, donc ça me permet vraiment de standardiser le ferraillage. Et après en ce qui concerne la génération du plan, eh bien on sait qu'on a la possibilité d'utiliser ici le générateur de plan défini. On a pu voir que avec la mise en place notamment des coupes types, donc on va pouvoir se créer des carnets comme ça de semelles filantes et qu'on pourra mettre à jour en fonction encore une fois de l'usage qui est fait
ou qui est nécessité par rapport au projet. Pareil, on pourrait avoir des carnets de tête de pieux et on pourrait aussi avoir des carnets de coupe-type afin de mieux préparer le ferraillage de nos éléments et donc de nos voiles. De la même façon, ça je ne l'ai pas montré, mais je tiens quand même à le préciser, on pourrait venir ferrailler des linteaux et créer des coupes-types spécifiques pour les linteaux. Et pour les raidisseurs, là, je ne l'ai pas montré, mais on a la possibilité de mettre en place des éléments en 3D afin de déterminer les quantités de ces éléments, là encore en utilisant le ferraillage par coupe-type présent au sein du PowerPack. Pour ma part, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce webinaire a été instructif. Si vous avez des questions, et je pense que vous en avez, n'oubliez pas qu'il y a un temps d'échange à l'issue de ce webinaire. Et sinon, si vous n'avez pas, si les questions vous viennent après, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse info.france@gretech.com. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.